Donc, on va commencer le webinaire. Donc, bonjour à tous, bienvenue à cette présentation là, sur les outils de cartographie web open source. Rapidement, nous nous présentons là, en fait, la conférence est offerte par Dousou Formation en collaboration avec CDG Développeurs. Donc, CDG Développeurs, en fait, on est une entreprise spécialisée dans le domaine de la cartographie web et du développement applicatif en géomatique. On travaille principalement là, dans le but de favoriser, faciliter en fait les processus d'acquisition et de diffusion de l'information géographique, que ce soit avec des cartographies web, des systèmes d'acquisition de données géographiques sur le web, etc. Et bien évidemment, là, tout ça dans le but d'améliorer le processus de décision. Parce que c'est l'idée quand on fait de la géomatique, hein, c'est toujours de prendre des meilleures décisions grâce à l'information géospatiale. Donc, aujourd'hui, on va être deux à vous offrir la formation. La formation va être offerte par Xavier Gervais, qui est titulaire d'un baccalauréat intégré en environnement naturel et aménagé de l'Université Laval et d'une maîtrise en géomatique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Xavier travaille depuis plus de 5 ans là, comme géomaticien et développeur analyste. Il se spécialise principalement là, dans tout ce qui est le développement là, de l'infrastructure côté serveur des applications géomatiques. Et la formation va être également donnée par moi, donc Charles de Grandpré. Je suis titulaire d'un baccalauréat en géographie et d'une maîtrise en environnement de l'Université de Sherbrooke, et je travaille depuis 10 ans comme géomaticien et développeur analyste également, mais je me spécialise principalement dans le côté client des applications de géomatique. Donc, et grosso modo, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est vraiment tout le processus là, de la création d'un site web, que ce soit autant côté serveur que côté client. Donc, sans plus tarder, on va sauter dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un site web? Okay? Donc, évidemment, on vient faire un cours en cartographie web, on s'intéresse à ce que c'est qu'un site web. Bien, en fait, un site web, dans sa forme la plus simple, c'est tout simplement un système d'information géographique qui va utiliser la puissance du web et du protocole HTTP, donc le protocole HTTP qui est en fait le protocole de communication du web, pour transmettre de l'information spatiale entre un client et un serveur, ou vice-versa en fait. Donc, l'idée, grosso modo, c'est vraiment de dire, on stocke de l'information géographique, par exemple, sur un serveur, et on la rend accessible à un client qui est, en fait, qui peut être tout simplement nous sur nos ordinateurs ou bien des services tiers là, sur d'autres serveurs, par exemple. Okay? Donc, l'idée, c'est vraiment, on met une information spatiale disponible au public là, et cette information spatiale-là, elle peut être retrouvée via une URL. Donc, l'URL, grosso modo, c'est ce que vous voyez dans vos navigateurs web, là, donc le fameux www.google.com. Donc, chacune des... en fait, grosso modo, ce qui se passe lorsqu'on fait un site web, c'est qu'on va attribuer une URL à notre ressource cartographique. OK? Donc, le client peut alors consulter l'information dans un SIG desktop, donc probablement des choses avec lesquelles vous avez déjà travaillé comme ArcGIS ou QGIS ou même Global Mapper. Donc, il y a différents SIG là, qui sont disponibles sur le marché. Mais la force du SIG web, c'est que l'information peut être consultée directement dans un navigateur
dans un navigateur web, là, comme par exemple Google Chrome ou Edge, Mozilla Firefox. Donc, la donnée peut être... donc, on n'a pas besoin, dans le cadre d'un site web, d'avoir accès à un système d'information desktop. Okay? On peut tout simplement le consulter là, via notre navigateur. Donc, c'est quoi les avantages de passer à un SIG web plutôt que de rester là, dans le SIG format desktop? Bien, en fait, là, le SIG web possède plusieurs avantages et on va les voir là, à l'instant. Donc, premièrement, c'est multiplateforme. Donc, le SIG web, comme on l'avait déjà, comme on vient d'en discuter, permet de consulter l'information directement dans son navigateur web sans avoir besoin d'acquérir de logiciels SIG complexes et dispendieux. Okay? Donc, souvent, là, quand on va travailler avec des organisations, on se rend compte qu'on a, par exemple, 2 ou 3 personnes dans l'organisation qui ont accès à des licences d'un système d'information géographique desktop. Et souvent, ça fait en sorte que les gens ne peuvent pas accéder à l'information géographique. Donc, c'est possible de excusez-moi, ok. Désolé. Donc, ouais, donc, comme je disais, là, avec le SIG web, ce qui est intéressant, c'est que la personne n'a pas besoin d'avoir un SIG desktop là, réellement sur son poste de travail. Elle peut consulter l'information directement dans son navigateur et c'est probablement le plus grand avantage. Là. Donc, également, quelque chose que probablement plusieurs d'entre vous, si vous travaillez dans le monde de la géomatique, avez pu expérimenter. Souvent, ce qui va se produire, c'est qu'on va mettre, par exemple, à jour une couche sur notre ordinateur et on ne la mettra pas disponible automatiquement pour toutes les ressources là, de l'organisation. Et donc, souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une désynchronisation là, dans nos jeux de données. Donc, on va avoir des jeux de données qui vont avoir été modifiés, qui normalement devraient être les mêmes. Puis là, on va se retrouver avec plusieurs versions du jeu de données. Donc, avec le SIG web, ce qui est intéressant, c'est que l'information, elle est centralisée là, sur un serveur et donc, ça fait en sorte là, que les mises à jour sont unifiées puis tous les utilisateurs vont s'assurer là, de voir la dernière source là, de données mises à jour. Également, notre intérêt là, du SIG web, c'est qu'il permet une navigation plus conviviale. C'est-à-dire que souvent, lorsque va venir le temps de faire une diffusion là, de l'information géographique, on va aller vers, par exemple, la cartographie numérique et là, on va produire une carte papier. Ce qui est problématique dans ce temps-là, c'est qu'on n'a pas les possibilités qu'offre le SIG web, par exemple, de zoomer ou dézoomer sur notre carte, de changer de front, de changer là, d'espace géographique observé. On n'a pas aussi la possibilité de cocher ou décocher, par exemple, des jeux de données. Donc, le SIG web permet là, une plus grande flexibilité là, pour l'utilisateur final. Aussi, ce qui est intéressant avec le SIG web, c'est qu'il est disponible à partir de n'importe quel poste, à condition d'avoir accès à Internet. Donc, souvent, là, un des éléments qu'on voit en organisation, c'est que les gens vont travailler, par exemple, sur leur poste de travail au bureau. Puis, on va voir, par exemple, là, ils vont aller à la maison, puis là, ils ont oublié
fait, soit leur poste de travail est une tour au bureau, ou bien ils ont oublié leur laptop et là, ils ne sont pas dans la possibilité de faire les modifications à partir de leur ordinateur personnel à la maison. Donc, l'avantage du SigWeb, c'est vraiment que ça offre en fait, une disponibilité là, totale. Donc, en fait, là, vous y avez accès peu importe où vous êtes, à condition d'avoir un accès à Internet. Également, le SigWeb, ben, ça permet un grand nombre d'utilisateurs. Donc, on peut déployer des systèmes d'information géographique en ligne. Puis, on peut avoir, par exemple, jusqu'à 10 000 consultations en une journée de notre carte interactive. Puis, il n'y aura pas de problématique de restriction là, ce ne sera pas compliqué à déployer. En fait, le SigWeb est déjà sur un serveur, donc il faut tout simplement avoir l'URL et on est en mesure de consulter l'information. Et également, ce qui est intéressant avec le SigWeb, c'est vraiment l'aspect transactionnel qu'on peut ajouter à notre cartographie. Donc, par exemple, vous créez une cartographie web et vous voulez avoir également un input collaboratif là, de la communauté, bien, vous pouvez ajouter, par exemple, là, des possibilités de récupérer de la donnée directement là, sur votre système d'information géographique. Donc, on vient couvrir là, en fait, le SigWeb ne devient pas uniquement un outil de diffusion, mais il permet aussi d'être un outil d'acquisition de données. Donc, petit rappel, en fait, là, que je fais présentement sur qu'est-ce que la géomatique et on va voir un petit peu plus loin là, pourquoi je vous fais ce petit rappel-là. Grosso modo, là, la géomatique, c'est la science qui s'intéresse à l'acquisition, le stockage, le traitement et la diffusion de l'information spatiale. OK? Donc, lorsqu'on parle de SigWeb, on arrive avec la possibilité là, d'automatiser en fait là, la totalité de ce processus-là. C'est-à-dire que la mise en place d'une infrastructure de SigWeb, ça permet, par exemple, de connecter un outil de collecte de données directement à une base de données centralisée sur le serveur. OK? Et donc, ce qui se produit, c'est qu'on vient automatiser la collecte, on vient automatiser le stockage, et là, par la suite, on peut venir mettre, par exemple, sur notre serveur des algorithmes qui vont venir faire les traitements qu'on veut faire là, sur les données. Donc, encore une fois, on automatise notre traitement de données. Puis, finalement, une fois que les traitements sont réalisés, bien là, on peut automatiquement diffuser cette donnée-là sur notre infrastructure là, via le serveur cartographique et une interface web. Ou bien, également, la donnée du SigWeb peut être consommée dans un SIG desktop comme QGIS ou ArcGIS. Donc, maintenant, on va s'intéresser un peu plus là, à l'architecture de base d'un SigWeb et puis on va aller voir un petit peu les différentes composantes là, de notre SigWeb. Et par la suite, on va faire là, une petite démonstration. Là. On va parler en fait des standards, puis on va faire une petite démonstration de comment rapidement implanter un SigWeb. Donc, un SigWeb, ça va habituellement se composer de 3 éléments fondamentaux. Donc, on va avoir besoin d'une base de données géospatiale pour le stockage de la donnée. On va avoir besoin d'un serveur cartographique qui va en fait permettre les transactions avec la base de données géospatiale, donc via là, notre fameux protocole là, HTTP. OK? Et on va également avoir besoin d'une interface cartographique web qui permet de visualiser ces données-là, en fait. Grosso modo, le serveur cartographique va vous envoyer une donnée qu'on pourrait dire brute, là, mais c'est vraiment grâce à l'interface cartographique web que vous allez être en mesure de visualiser là, cette donnée-là. Donc, pour la suite des choses, je vais passer la parole à Xavier qui va vous parler là, des différents éléments là, de l'architecture d'un SigWeb.
Bonjour tout le monde. Donc, comme Charles vient de nous le dire, là, je vais regarder avec vous ce qui est composante serveur au niveau de l'architecture du site web. Donc, en ce qui a trait aux bases de données géospatiales, ben, une base de données, ça peut être en fait beaucoup de choses. Vous travaillez sûrement avec une multitude de formats, certains très répandus comme les shapefile, qui constituent en soi des bases de données plutôt légères. Dans ce cas-ci, on s'intéresse notamment aux bases de données relationnelles, spatiales. Donc, ça va nous permettre, là, à partir du moment où on vient mettre ça en réseau, de centraliser nos jeux de données puis de contrôler les transactions. Donc, ce sont des bases de données qui ont évidemment un caractère spatial, donc on est capable de gérer des géométries, les points, les lignes, les polygones, puis qui gère également tout ce qu'une base de données relationnelle, dans ce cas-ci, gère normalement. Donc, on a ici, là, pour peut-être que vous reconnaissez certains noms, des exemples de bases de données relationnelles spatiales. Dans certains cas, ça nécessite l'installation d'extensions pour activer des fonctionnalités de serveur de bases de données géométriques ou spatiales. On parle de MySQL, SQLite, MS SQL, qui est un produit de Microsoft, PostgreSQL, PostGIS, puis Oracle Spatial, dans ce cas-ci, du fabricant Oracle. Il y a également, on parlait précédemment des bases de données relationnelles, il y a également des bases de données non relationnelles là, qui sont dans le paradigme du NoSQL, comme MongoDB ou CouchDB. Ils ne seront pas traités ici, mais c'est également une technologie qui est disponible. Donc, suivant la base de données qui sert en soi à gérer, à stocker la donnée, ben, on va utiliser un serveur cartographique qui lui va permettre de parler avec une application en lui envoyant, là, ça utilise, comme Charles mentionnait plus tôt, le protocole HTTP, donc un protocole de communication à travers le réseau Internet là, dans ce cas-ci. Donc, le serveur cartographique va vous permettre va se trouver en avant finalement de la base de données, puis avec des liens prédéfinis, on va être capable de représenter nos couches d'informations puis de les préparer à être communiqués, là, donc via le protocole HTTP. Dans ce cas-là, on parle de services cartographiques qui peuvent prendre une multitude de formes. Là, on va les voir au niveau des standards. Concernant les serveurs cartographiques, ArcGIS fournissent énormément de services là, très connus. Ils fournissent des services dans ce cas-là pour les entreprises avec des solutions comme ArcGIS Server, et évidemment ArcGIS Online qui est en train de prendre énormément de place, qui crée des services cartographiques. Il y a également des solutions open source comme GeoServer et MapServer. Dans ce cas-ci, ce sont des solutions qui sont fédérées par l'OSGeo, donc la fondation qui coordonne un peu le développement de solutions open source. Donc, par la suite, après le serveur cartographique, on parle d'une interface cartographique web, donc une interface qui est généralement développée dans un langage de programmation comme JavaScript, donc qui permet d'être lu par les navigateurs web. Donc, n'importe quel navigateur web couramment utilisé est en mesure d'interpréter ce langage-là. Puis, il va permettre d'afficher les données, donc nos données qui sont stockées sur le serveur
et qui sont diffusés par le serveur cartographique peuvent ensuite être lus et représentés par l'interface cartographique web. À ce moment-là, on a différentes technologies, certaines très connues toujours dans l'environnement d'Esri, avec leurs API, les API de Google, Google Maps, des joueurs d'un peu plus petite taille comme Mapbox, ou encore des solutions ouvertes comme Leaflet ou OpenLayers. Par rapport aux standards maintenant, donc les normes, les protocoles d'échange de ces informations-là, on va vous en présenter quelques-uns ici, à commencer par le Web Map Service, donc ce qu'on appelle aussi des WMS, là, pour raccourcir tout ça. Donc, on parle d'un protocole d'échange normalisé par l'OGC, qui est finalement une organisation non lucrative qui regroupe finalement un peu tous les joueurs de l'industrie et qui tente de normaliser différents aspects de ce qu'on pourrait appeler la géométrie au sens large. À ce moment-là, donc on parle encore une fois d'utiliser le protocole HTTP à partir de requêtes GET. Donc, ça va nous permettre de ça va nous permettre de venir lire ce que le serveur a permis le serveur cartographique a préalablement permis de tuiler. Donc, on génère un ensemble de tuiles qu'on va venir positionner dans l'espace. Puis, c'est ce qui est retourné au moment où on sollicite notre serveur en utilisant ce protocole-là. Donc, ça permet, en ayant un haut taux de mise en cache, dans ce cas-là, d'accélérer énormément la lecture de données qui peut être très lourde. Il y a également les Web Feature Service, WFS. On est dans la même ordre que le WMS. Également un protocole d'échange normalisé par l'OGC. Dans ce cas-là, par contre, on parle de transactions bidirectionnelles, c'est-à-dire qu'on est capable de manipuler les entités, les géométries, de les questionner et par exemple, d'appliquer des symbologies à la volée. Donc, ça donne beaucoup plus de flexibilité, alors que les tuiles sont statiques. Le WFS, on peut l'utiliser finalement comme on utiliserait, par exemple, un shapefile à l'intérieur d'un site traditionnel de bureau. Il y a également tout l'univers des API en utilisant l'architecture REST. Donc, ça permet de venir manipuler ces ressources-là. Donc, on ne va pas à ce moment-là servir à proprement parler des tuiles ou les géométries selon les normes, la normalisation qu'en a fait l'OGC. Le REST est une architecture, c'est le déco d'une architecture logicielle finalement, puis permettent par des requêtes, toujours à travers le protocole HTTP, de servir différents formats qui vont à ce moment-là être plutôt HTML, XML, donc on parle de langage de balise finalement, ou le format JSON. Concernant les éléments XML et JSON, il y a des adaptations qui sont disponibles à partir qui ont été finalement adaptés pour mieux servir des besoins qui sont liés aux données spatiales. Par exemple, dans le cas du XML, il en a découlé notamment le KML, donc pour Keyword Markup Language, qui est une norme officielle également d'OGC. Donc, c'est ça. À ce moment-là, c'est un format XML orienté sur le stockage de données spatiales. Également,
concernant le JSON, qui est quant à lui, pas un format de l'OGC, qui a plutôt été ou qui est plutôt piloté par un organisme qui s'appelle l'IETF, donc Internet Engineering Task Force. Donc le JSON, et puis de là en découle le GeoJSON. Donc, à nouveau, c'est une norme de représentation de l'information, comme l'est le XML, mais qui permet à ce moment-là le protocole, l'échange de données spatiales. Pour la suite, je vais je vais redonner la parole à Charles, puis je reviendrai là, pour faire la démonstration. Merci, Xavier. Donc, oui. Donc, dans le cadre de la formation d'aujourd'hui, on va principalement là, se concentrer en fait sur les technologies là, qui sont développées par l'OSGeo, parce que comme le titre de la formation l'indique, on va surtout regarder ce qui est les projets open source là, pour faire de la cartographie web. Donc, l'OSGeo, c'est une fondation à but non lucratif dont la mission est de favoriser l'adoption des solutions géospatiales ouvertes. Donc, elle va financer puis supporter légalement des projets d'application géospatiales open source. Parmi les projets là, qui sont supportés là, par l'OSGeo, je suis convaincu que s'il y en a qui travaillent en géomatique plus desktop, là, vous avez déjà entendu parler de QGIS, là, qui est en fait l'outil par excellence là, de l'OSGeo. C'est l'équivalent un peu d'ArcGIS en termes de système d'information géographique desktop. Mais ce qui est intéressant avec QGIS, c'est qu'il permet, même si c'est une solution desktop, il permet de consommer de la donnée géographique, donc de la donnée géographique web. Donc, par exemple, les protocoles qu'on vient là, de voir, tels que le WMS ou le WFS, peuvent être consommés dans QGIS. Donc, si on vient, par exemple, là, donner le lien de l'URL, ben, les données vont pouvoir être affichées là, directement là, dans le SIG. Ensuite de ça, parmi les projets là, qui sont soutenus par l'OSGeo, on a vu tout à l'heure la base de données PostgreSQL avec son extension spatiale là, qui se trouve à être PostGIS. Donc, grosso modo, là, PostGIS, c'est vraiment l'outil qu'on va utiliser là, lorsqu'on va vouloir mettre une base de données là, spatiale ouverte là, sur un serveur. Donc, dans le cadre de notre projet aujourd'hui, c'est cette technologie-là qu'on va vous démontrer. Ensuite de ça, on a GeoServer, donc qui est un serveur cartographique, et MapServer également, là, qui sont tous les deux des serveurs cartographiques développés sur des technologies un petit peu différentes, mais les deux vont supporter là, des transactions, là, que ce soit pour le WMS ou le WFS. Puis ils vont même avoir la possibilité, là, avec des extensions, là, de venir supporter d'autres standards qu'on n'a pas vu là, dans le cadre de la présentation, mais tels que le Mapbox Vector Tile ou différents types là, de vector tile. On peut même avoir là, des API RESTful là, générés à l'aide de GeoServer et de MapServer. Ensuite de ça, on a OpenLayers. Donc, OpenLayers, c'est un API de cartographie web JavaScript. Donc, c'est ce qui permet de générer nos interfaces cartographiques. Donc, OpenLayers, c'est l'équivalent pour l'open source de ce que serait
Google Maps API ou ArcGIS API for JavaScript. Donc, grosso modo, là, c'est vraiment une librairie qui permet de créer des GUI côté client là, pour consommer la donnée provenant des serveurs cartographiques, soit GeoServer, MapServer, et elle peut également là, consommer là, des fichiers directement. Donc, par exemple, on peut injecter un GeoJSON directement dans ce type de librairie-là, ou on pourrait injecter directement là, des KML. Donc, on peut télécharger directement là, de la donnée à l'intérieur de ces API JavaScript-là. Ensuite, on a différents projets là, qui sont GeoMoose, MapBender, PyWPS, Degree, qui sont des projets là, un petit peu plus marginaux, là, moins utilisés, mais qui permettent, bon, par exemple, pour MapBender, là, de générer là, un QI sans avoir à coder et de venir consommer, par exemple, des données là, de serveurs cartographiques. Donc, là, c'est différents projets qu'on n'abordera pas là, dans le cadre de la démonstration. Donc, à partir de maintenant, on va tomber là, plus en mode démonstration. Donc, je vais recéder la parole à Xavier qui va nous montrer, dans le fond, comment intégrer des données dans une base de données géospatiale et puis à partir de QGIS et comment venir configurer, par exemple, un serveur cartographique pour générer une URL qui nous donne accès à cette donnée-là. Et par la suite, je vais reprendre le contrôle et on va vous présenter comment on peut prendre ces données-là et les intégrer, par exemple, dans un projet, là, dans un GUI côté client. Donc, pour voir là, comment vraiment on peut générer des cartes web interactives là, qui vont vous permettre de présenter votre information. Donc, Xavier, je te laisserai la parole et également là, le partage de l'écran. Oui, je te remercie, Charles. Je vais partager à ce moment-ci mon écran. Donc, maintenant, on va procéder avec la démonstration. Ce que je vais regarder avec vous, c'est on va chercher une couche de données. Comment est-ce qu'on l'intègre à notre base de données? Comment est-ce qu'on la configure au niveau du serveur cartographique? Puis ce qui va en résulter finalement, qui va pouvoir être transféré vers le client finalement. Donc pour la démonstration ici, on va faire le tour ensemble. La couche de données, c'est une couche parmi tant d'autres qui a été récupérée auprès de Données Québec, les données du gouvernement du Québec. Dans ce cas-ci, c'est le ministère de la Sécurité publique, une couche là, était disponible en shapefile, donc polygone étendu d'eau libre, c'est en lien avec des inondations du printemps 2020 dans le secteur du, je sais pas si c'est dans la Naudière, le centre du Québec, là, mais donc, cette couche-là, elle a été téléchargée, puis elle a été chargée dans QGIS. Donc, c'est ça, le lac Saint-Pierre, ici. Donc, ça, on a une interface là, de QGIS assez standard. Là. Donc, la couche a été importée. C'est des éléments qu'on voit en orange avec un fond de carte de OpenStreetMap là, dans ce cas-ci. Donc, on voit que la couche, on peut questionner les informations. Il y a peu de choses qui sont disponibles, là, mais il n'y avait pas de métadata avec la couche. On voit que la couche est disponible, bref, là, sur le poste localement. Ensuite, on va utiliser QGIS. Donc, on peut générer un style. Évidemment, c'est assez simplement dans QGIS.
l'outil de symbologie peut être très complexe. Pour les fins de l'exercice, on va garder ça simple, notamment pour ne pas s'enfarger, puis notamment aussi parce que GeoServer ne permet pas pour les données surfaciques, donc des polygones, des styles qui sont trop poussés. Donc, vous voyez, c'est des styles par défaut de QGIS là, qui est possible d'appliquer, mais des choses comme les triangles ici, etc., là, ce sera pas, GeoServer ne sera pas capable de gérer ça après lorsqu'il va procéder au traitement de la donnée. Donc, cette couche-là va être le but, c'est d'envoyer cette couche-là, en fait, vers PostGIS, donc ce qu'on a vu tantôt comme étant l'extension spatiale de PostgreSQL, donc le moteur, le système de gestion de base de données et PostgreSQL. Au niveau de QGIS, il existe plusieurs solutions, plusieurs façons de le faire. On utilise QGIS parce qu'en fait, ça se trouve être très simple, stable comme façon de procéder. Ça nous permettait également du même coup là, de travailler, de vous montrer la couche, de travailler sa symbologie, etc. Donc, dans QGIS, on a notamment un explorateur comme tous les autres cycles sur le marché, un explorateur de fichiers qui permettait entre autres là, de sélectionner notre couche, de l'ajouter au projet, puis de gérer différents systèmes de gestion de bases de données, notamment listé ici PostGIS. Donc, en fait, on peut venir ajouter une base de données. On va lui donner un nom, on va lui donner une adresse. On cherche à parler à un serveur, donc le serveur, il peut être local, c'est-à-dire sur notre machine, comme il peut être sur le réseau. Le port, par défaut, PostgreSQL utilise 5432, donc si vous faites l'installation, par exemple, localement sur votre machine, puis vous voulez en faire l'essai, vous allez utiliser ce port-là. Si ce n'est pas ce port-là, ben, votre service technique là, ou peu importe avec qui vous travaillez, l'a modifié. Puis c'est important d'avoir cette information-là. On spécifie une base de données. Je dirais qu'on encourage de travailler de façon sécurisée, donc avec l'information qui va être cryptée, donc en utilisant du SSL, le certificat SSL. On peut évidemment le désactiver, mais on peut également en faire le rendre obligatoire, là, finalement, avec les options qu'on a ici. Puis, on va définir dans ce cas-là un nom d'utilisateur, un mot de passe pour être capable de s'authentifier auprès du serveur. Pour simplifier tout ça, on a déjà créé cette connexion-là dans ce cas-ci. Donc, on est sur notre serveur cartographié. Notre serveur cartographique, en fait, le serveur qui contient le serveur cartographique contient également la base de données de PostGIS. Puis, on va pouvoir faire l'importation de notre couche. Donc, en fait, dans QGIS, on a un module, ici, on utilise la version 3.14. Si vous êtes familier avec QGIS, vous n'utilisez pas cette version-là, ça se peut que les choses soient légèrement différentes. Dans la version 3.14 de QGIS, vous avez un module base de données qui vous permet de faire l'administration de différentes bases qui vont déjà être connectées. Donc, j'ai déjà créé ma base de données, puis je peux venir maintenant, donc ma base de données qui s'appelait, qui avait déjà été créée, qui s'appelait formation ici. Donc, présentement, ce qu'il fait, c'est qu'il se connecte sur la base de données, puis on a, en fait, les éléments qu'on cherche sont les éléments dans le schéma public. Donc, on vient sélectionner, puis on va faire une importation de couches. À ce moment-là, évidemment que dans mon projet, je n'ai qu'une couche vectorielle, donc il la sélectionne par défaut. Il y a un sélecteur qui permet de sélectionner toutes les couches actives. Ou même d'aller chercher de la donnée qui serait stockée sur notre machine, là, à un autre endroit qui ne serait pas dans le projet. On vient s'assurer qu'on utilise le schéma public.
on peut donner un nom. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une table qui va être créée dans notre base de données. On peut lui donner le nom qu'on souhaite. Puis on peut définir différentes informations. Dans ce cas-ci, on peut définir la clé primaire, le nom du champ qui va être la clé primaire, le nom du champ qui va représenter la géométrie, le système de référence, l'encodage au niveau des caractères, par exemple les noms qui sont à l'intérieur des données attributaires. Puis, on peut également créer un index spatial. C'est une chose assez importante, particulièrement si on travaille avec un jeu de données plutôt lourd, ça va accélérer les traitements là, qui vont en suivre. Donc, à ce moment-là, on lance simplement l'importation pour être capable d'obtenir, et là encore une fois, ça a été chargé, notre couche qui est chargée. Donc, ici, on se trouve à être maintenant dans notre base de données. Donc, on a une couche qui s'appelle encore une fois formation 40 qui est disponible dans notre base de données ici. Puis, c'est avec cette couche-là qu'on va travailler sur notre serveur cartographique. Donc, c'est à l'intérieur du système de gestion de base de données Postgres, puis on va venir connecter ça à notre serveur cartographique. Donc, le serveur cartographique, il est disponible également sur un serveur qui est sur un réseau. On y accède via une interface web. Dans ce cas-ci, c'est GeoServer. Puis, on va utiliser les fins de la formation utilisateur. Donc, ici, c'est une interface qui est très simple, qui peut être plus complexe un peu au niveau des options lorsqu'on est administrateur. Cela dit, pour les fins de la démonstration, on cherche seulement à gérer notre couche d'information. Donc, c'est un flux pour ce qui est de charger ça qui est en 3 étapes, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un espace de travail, on a besoin d'un entrepôt de données, puis on va générer on va préparer notre couche finalement pour qu'elle puisse être envoyée utilisée finalement via les protocoles d'échange. Donc, au niveau de l'espace de travail, ben, on en a qu'un ici au niveau de notre utilisateur. C'est quelque chose d'assez simple, finalement. C'est quelque chose qu'on va nommer, qui va avoir un lien par défaut pour accéder à l'information. Puis on peut accéder aux différents protocoles d'échange, le WMS, WFS dont on parlait tantôt, sont activés ici. À l'intérieur de notre espace de travail, on peut venir ajouter des entrepôts de données qui eux-mêmes vont contenir des couches et des styles. Donc, on va tout de suite regarder les entrepôts. Donc, ça ici, c'est la base de données PostGIS qu'on a utilisée pour charger notre couche. Encore une fois, c'est les mêmes genres d'informations qu'on va avoir besoin pour procéder à la connexion à la base de données. Donc, si on peut choisir PostGIS, on lui donne un espace de travail, on lui donne, par exemple, un nom à tout ça. Puis, on va venir, dans ce cas-ci, on note qu'on est en local parce que notre base de données et notre serveur cartographique sont sur la même machine. Donc, on n'a pas besoin de transiter par le réseau. Ils font ça sur la même machine, finalement. Par contre, si ce n'était pas le cas, il faudrait spécifier une adresse, que ce soit une adresse IP ou un nom de domaine. Donc, on va venir, encore une fois, c'est le même genre d'information que requiert QGIS pour la connexion qu'on a générée tantôt. Puis, simplement, une sauvegarde qui va rendre disponible l'entrepôt pour venir générer les couches. Donc, au niveau des couches, encore une fois, ici, elle était générée. On peut la publier à nouveau, simplement comme exemple. On va donner un nom différent. Ce qui importe, il y a évidemment un paquet de choses qu'on peut renseigner. Vous voyez ici des mots-clés, des résumés.
c'est de l'ordre des métadonnées, finalement. Ce qui est important de générer pour le serveur, bon, évidemment, on a besoin d'un système de coordonnées. Ici, il était déjà défini comme du WGS 84, PHG 4326. On a besoin de calculer l'emprise. Ça, c'est quelque chose que le serveur fait pour nous. Donc, on parle de l'enveloppe de notre couche. Donc, ça, on est venu la générer. Puis, on peut également jouer avec d'autres paramètres. Là, évidemment, qu'on peut renseigner tous les champs. Pour les fins de l'exercice, on va s'en tenir vraiment au nécessaire. On peut venir notamment travailler au niveau de la publication, sélectionner des styles. Ça, les styles, on va les voir brièvement aussi ensemble. Sur lesquels on va pouvoir, il y en a un qui a déjà été créé, puis on va voir comment, qui est le nom de notre couche finalement, qui permet de créer un remplissage orange qu'on avait dans notre projet QGIS. Ensuite, on peut donner d'autres paramètres au niveau, notamment de la façon dont on veut que la cache soit générée. Donc, on se rappelle que ici, là, on parle d'un WMS, c'est des tuiles. Donc, quel format vont avoir les images qui constituent ces tuiles-là? Puis comment notre grille, quel système de référence utilise la grille sur lesquelles ces tuiles-là sont apposées. Donc, ça, c'est différentes options qui peuvent être modifiées. Par défaut, on a une configuration qui est fonctionnelle. Maintenant, pour le style, QGIS, on en parlait tantôt, là, permet d'exporter facilement dans un standard là, qui peut être utilisé dans le géoserveur. Donc, on a accès aux éléments de symbologie de notre couche, puis on peut, à travers le module de style, en faire l'enregistrement dans différents formats, entre autres le SLD. Le SLD qui permet une importation vers QGIS, donc vers GeoServer, pardonnez-moi. Donc, en fait, le SLD, c'est encore une fois un langage de balise, excusez-moi. Donc, le style, en fait, peut en faire l'importation. Donc, on lui donne un nom. On peut l'associer, par exemple, est-ce qu'on veut que ce soit pour quel genre de données. Puis, notre style est décrit de cette façon-là. Donc, c'est l'exportation qu'en fait QGIS, c'est ça ici. Donc, on peut, sous format d'un fichier ou simplement par un copier-coller, l'importer. Puis, il y a un outil de validation pour s'assurer que ce soit correct, là, finalement, que ça puisse être pris en compte par GeoServer. Puis, voyons, on va en faire un petit aperçu. Donc, ça va avoir l'air de ça une fois que ça va être prêt. Ce style-là, on peut en faire, on peut l'associer à des couches à travers le module de style. On peut également à travers le module des couches. Donc, au niveau de la publication, on voit qu'on utilise ce style-là ici, donc avec le petit style orange. Donc, on est parti de QGIS, on a importé vers PostGIS. De PostGIS, on a à travers l'entrepôt. Le fait que PostGIS représente un entrepôt, ça a été importé vers GeoServer. Et à ce moment-là, à partir du moment où la couche a été créée, donc à partir de GeoServer, on a un lien qui est disponible pour être visualisé par une application, par exemple. Donc, on peut aller prévisualiser la couche. On a notre couche ici. On peut la visualiser, par exemple, en utilisant OpenLayers. Donc, on voit que la couche est disponible. Puis, on a les coordonnées. Là, si on joue là-dessus, il y a différents moyens de visualiser ça. Puis, vous avez là, un paquet d'autres. WMS, évidemment. Par exemple, ici, là, vous avez vraiment comme une image statique qui peut être servie. Ou les WFS avec d'autres standards. Comme par exemple le GeoJSON pour notamment les API dont on parlait tantôt. Donc, avec ça, on peut... En fait, je passerai la parole à Charles qui montrerait finalement comment venir attraper ce lien-là, puis le représenter sur une carte là, interactive. Merci Xavier. Donc,
partager mon écran. Xavier, pourras-tu me transmettre le lien de l'URL dans le chat, s'il te plaît, pour la donner? Oui, oui, certainement, ça pas bien. Donc, grosso modo, on vient de générer là, notre information back-end. Maintenant, ce qu'on veut, c'est rendre cette donnée-là accessible via notre navigateur web. Pour ce faire, on doit utiliser là, une interface cartographique web. Et dans ce développer une interface cartographique web, ça implique évidemment savoir programmer là, HTML, CSS et JavaScript. Dans ce cadre-ci, on va utiliser l'API de programmation Leaflet. Donc, c'est cette librairie-là ici qui nous permet, là, grosso modo, de générer ce type de cartographie web là, qui nous permet là, donc, de naviguer à travers une carte en utilisant du JavaScript. Étant donné qu'on n'est pas dans une formation là, élaborée sur la cartographie web, je n'entrerai pas dans les détails de vous montrer du HTML, CSS, JavaScript. Par contre, pour les fins de l'activité d'aujourd'hui, je vous ai développé un petit portail là, qui peut être utilisé et customisé et qui va être disponible là, sur le GitHub de CDG Développeur. Là. Donc, tout simplement github.com CDG Développeur webinaire. Et vous pourrez aller là, récupérer là, le code de l'application et la modifier pour y intégrer les WMS, WFS ou GeoJSON. Là. Donc, on va maintenant aller voir le code derrière ça. Donc, ici, j'utilise Visual Studio pour la démonstration et j'utilise également là, un serveur local qui est XAMPP. Excusez-moi, c'est pas la bonne. C'est localhost webinaire. Donc, voici l'interface cartographique qu'on a générée. Donc, vous voyez ici, j'ai une carte, un fond de carte gris que j'ai mis là, pour mon interface, mais également, j'ai généré là, différents fonds de carte qu'on peut venir modifier. OK? Donc, première étape ici, on va aller voir comment est-ce qu'à l'aide de cette interface cartographique-là, on est en mesure de changer le fond de carte. Okay? Donc, si par exemple, moi, je ne veux pas offrir là, des options là, de fond de carte gris comme ça ou de satellitaire, on peut aller voir là, sur Internet, en fait, on a une série de fonds de cartes là, qui sont disponibles. Donc, tout simplement, en me rendant sur le site ici, je suis en mesure de voir une série de fonds de cartes là, qui sont disponibles pour être intégrés là, dans Leaflet. OK? Donc, ici, je peux par exemple venir sélectionner ce fond de carte-là, ou bien, supposons si je veux un fond de carte en noir et blanc comme ça ici, je peux venir le sélectionner. Et tout simplement en venant récupérer ici l'URL okay, qui m'est proposé ici, je vais pouvoir venir changer mon fond de carte dans mon projet cartographique ici. Donc, je vais tout simplement aller dans Visual Studio. Et la façon dont le projet est bâti, c'est que vous avez 3 fichiers qui vous permettent de changer les éléments là, de l'interface cartographique. Donc ici, vous avez le fichier basemap, vous avez le fichier layer WMS et vous avez le fichier layers qui est pour des éléments en GeoJSON.
OK? Donc, dans notre cas à nous, on va aller voir en premier lieu les base maps. Donc, pour changer une base map, je vais tout simplement avoir besoin de venir modifier ici mes éléments là, en fait, mon URL et le nom que je veux donner à ma base map. Donc, par exemple, ici, je vais venir mettre ma carte en noir et blanc et je vais venir dire que c'est le fond de carte noir et blanc. OK? Et maintenant, si je viens rafraîchir ici, vous voyez que maintenant, j'ai accès à mon fond de carte en noir et blanc. Et si je viens tout simplement cliquer, oups, semble pas avoir. Ah oui, excusez-moi. Petite erreur avec ce fond de carte-là ici. Il faut spécifier l'élément dans quel format on veut le recevoir. Donc, si je reviens ici et que je reviens, je suis en mesure d'avoir accès à mon fond de carte noir et blanc. Là, vous avez vu que par défaut, lorsque je rafraîchis, c'est encore mon fond de carte gris qui apparaît. C'est simplement parce que je n'ai pas modifié là, le fond de carte par défaut. OK, donc j'ai juste modifié là, mes options de base map ici. Mais je peux venir comme ça changer mes différentes options de base map et je pourrais, par exemple, venir dire que j'enlève des options. Donc, tout simplement, en supprimant ici mes éléments, je suis en mesure d'enlever les différentes options là, de ma cartographie web. OK? Donc, ça, c'est pour venir intégrer un base map. Grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'application ici utilise l'API Leaflet là, pour intégrer les différentes base maps. Donc, si je viens ici là, dans mon script, je vais être en mesure de voir qu'ici, je génère une nouvelle cartographie à l'aide de Leaflet et ici, je lui pousse mes différentes base maps. OK? Donc, évidemment, pour utiliser ce genre d'outils-là, il faut avoir une compréhension de JavaScript, HTML et CSS. C'est une formation qu'on donne d'ailleurs avec Dousou Formation si jamais ça vous intéresse. On développe ensemble principalement cet élément graphique-là, cette interface graphique-là ici. Donc, ça c'était pour mes base maps. Maintenant, si je veux intégrer, en fait ici, j'ai une couche qui est une couche en GeoJSON, donc qui est une couche vectorielle que j'ai intégrée, qui est une couche de tremblement de terre. Donc, vous voyez ici que cette couche-là vient se projeter par-dessus ma carte, donc mon fond de carte. Et donc, lorsque je clique, par exemple, sur un des points, j'ai un outil qui me permet d'interroger la couche. Okay? Donc, ici, j'ai accès aux informations là, qui sont contenues dans la couche. Donc, évidemment, je suis en mesure d'avoir accès à cette information-là parce que je suis dans un format de type vectoriel. OK? Donc, maintenant, on va aller voir avec l'intégration de la couche WMS, qui est un format matriciel, qu'est-ce que ça fait? Donc, ici, je vais venir changer cet élément-là pour mettre le WMS qui a été créé par Xavier. Donc, je vais tout simplement revenir dans mon code ici et je vais aller récupérer donc, dans le chat, excusez-moi, ce ne sera pas bien long. Xavier, avais-tu transmis le lien pour le WMS? Oui, il n'a peut-être pas fonctionné, ce ne sera pas bien long.
Je le reçois toujours pas. Est-ce que tu peux me le partager peut-être dans notre chat privé? Ce sera pas bien long. Okay. Donc ici, je vais tout simplement venir changer mon URL pour venir mettre la nouvelle URL qui a été générée là, par Xavier. Et je vais également devoir là, venir lui donner le nom de ma couche. Donc ici, là, je vais devoir venir lui donner le nom de la couche. Et Xavier, peux-tu me confirmer quel était le nom de la couche? Oui, c'est formation 2040 en un mot. 2040? Oui, c'est ça. Comme ça ici? Mm-hmm. Parfait. Oui. Et ici, je vais venir tout simplement lui donner le nom d'inondation. Comme ça ici. Et donc, normalement, si tout a fonctionné comme il faut, en rafraîchissant, vous voyez que j'ai maintenant le mot inondation. Et si je viens l'activer, il semble y avoir une petite erreur. On va juste vérifier qu'est-ce qui se passe. Donc, OK, parfait. Une petite erreur dans l'URL, ce ne sera pas bien long. Donc, ici. Comme ça. Inondation. On enregistre ça ici. Et normalement, cette fois-ci, ça devrait fonctionner. Et voilà, vous voyez maintenant notre couche qui a été générée par le serveur cartographique apparaît en bordure là, en fait, apparaît là, sur notre carte. Et donc, ici, je peux venir, par exemple, rajouter mes tremblements de terre également là, pour voir par-dessus comme ça. Et évidemment, étant donné que là, j'ai accès uniquement, ça ici, ça se trouve à être une image, je n'ai pas accès à la capacité là, de cliquer pour pouvoir l'interroger. On a uniquement accès à une image ici. Et donc, grosso modo, ici, encore une fois, là, on a utilisé là, directement donc, oui, ici, on a simplifié en ayant uniquement besoin de changer les éléments qui sont ici. Et je pourrais venir, par exemple, ajouter là, des couches supplémentaires. OK? Donc, tout simplement, là, je vais utiliser la même, mais vous allez voir ici, je vais obtenir 2 fois inondation. Là, donc, et je peux ajouter différentes couches. Donc, évidemment, on utilise les capacités là, JavaScript de Leaflet là, pour faire ça. Tout simplement, là, on vient utiliser une méthode qui s'appelle TileLayer WMS ici et on lui passe l'URL de notre WMS. Donc, cette interface cartographique-là, si jamais vous voulez apprendre comment bâtir ce genre d'interface-là, c'est une formation qu'on donne. Sinon, vous pouvez tout simplement là, le récupérer en ligne sur le GitHub et venir connecter vos propres WMS là, directement à l'intérieur. C'est ce qui ferait le tour là, de la présentation. On prendrait un 20-30 minutes de questions s'il y en a. Et sinon, juste avant
qu'il y en a qui partent, là, on voulait vous, en fait, pour vous remercier d'avoir assisté à notre webinaire, Dousou Formation offre un rabais de 30% sur toutes ces formations, là, que ce soit en géomatique ou en programmation, en médias. Bon, peu importe, vous avez accès à un 30% de discount, là, de rabais là, sur les formations Dousou. Donc, voilà, ça fait le tour de la formation. Est-ce qu'il y avait des questions?